Chers invités, j'aimerais rappeler que nous sommes à une conférence de presse. Donc les questions sont exclusivement réservées aux journalistes. L'Union des journalistes ivoiriens de France reçoit aujourd'hui le président Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Il est certainement il est certainement en France, en Europe, pour des questions diplomatiques. Depuis le dernier congrès qui s'est tenu de son parti, de sa formation politique qui s'est tenu à Abidjan les 21 et 22 mai dernier, il est venu en Europe. Il est en Europe et ensemble nous allons essayer d'échanger sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la crise qui secoue son parti et aussi il nous expliquera le sens de sa candidature pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire qui est prévue pour le mois d'octobre 2015. Il est accompagné sur cette table par le ministre Augustin Komoué, par M. Christophe Yéry et le directeur général M. Marcel Gossio, qui est chargé des actions, de coordonner les actions pour la libération du président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président Pascal Affi N'Guessan, vous avez 8 à 10 minutes pour votre exposé liminaire et ensuite nous adresserons la parole à mes confrères pour qu'ils vous interrogent sur la raison de votre présence et sur votre action au sein du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, cher frère. Je voudrais saluer l'Union des journalistes ivoiriens de France ainsi que tous les journalistes présents ce soir pour échanger avec nous sur la situation en Côte d'Ivoire. Et dire comme introduction que nous sommes en Europe depuis pratiquement 2 semaines dans le cadre du repositionnement international de notre parti, le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien a été durement éprouvé par la crise post-électorale. Pendant presque 3 ans, le parti a vécu dans une quasi-clandestinité, dans la torpeur. Le parti a été pratiquement décapité, ses principaux dirigeants ont été arrêtés ou alors se sont retrouvés en exil. Beaucoup, des milliers de ses militants ont été emprisonnés. Et depuis donc fin 2013, début 2014, nous sommes dans une phase de restauration, de redéploiement. D'abord au niveau national, nous avons repris notre bâton de pèlerin pour sillonner la Côte d'Ivoire, pour remettre sur pied nos structures, pour redonner confiance à nos compatriotes. Au niveau des instances, nous avons tenu plusieurs réunions, notamment une convention, un congrès, des rencontres régionales, des missions, des tournées d'explication et de sensibilisation. Il était bon de prolonger cette action par une mission en Europe pour réchauffer les relations entre le Front populaire ivoirien et les leaders politiques ou des organisations de la société civile. Et aussi, comme nous sommes dans un contexte électoral, pour mobiliser nos compatriotes en vue des élections d'octobre 2015. D'autant que la crise qui a secoué le Front populaire ivoirien a ébranlé l'opinion nationale et même internationale. Beaucoup de nos compatriotes se posent et se posaient des questions. Il était bon qu'à l'occasion de cette tournée, nous les rencontrions pour leur donner des informations fiables, précises sur ce qui s'est passé au sein du parti. Donc aujourd'hui, j'espère que nous allons faire un peu le point de tout cela. En tout cas, nous soumettons à vos questions pour vous apporter les éclaircissements et les détails qui vous paraissent nécessaires pour compléter l'information de vos lecteurs et de vos auditeurs. En tout cas, merci d'être venu à cette rencontre. Et nous sommes à votre disposition pour vos questions éventuelles. Monsieur le Président, tout dernièrement, au nom de la CNC, Laurent Akoun a été reçu par le ministre Ahmed Bakayoko dans le cadre des discussions avec l'opposition. Aujourd'hui, Aboudraban Sangaré sort par sa télévision nationale. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de reconnaître d'une certaine manière ce que la justice a débouté face à vous? C'est certainement au gouvernement qu'il faudrait poser cette question, puisque c'est eux qui posent des actes. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voyons pas comment le gouvernement peut reconnaître 2 organisations qui portent le même nom et qui ont les mêmes adresses, les mêmes symboles. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des leaders politiques au niveau national et le gouvernement est libre de rencontrer qui il veut. Donc nous ne nous sentons pas du tout concernés
par ce qui sera dit et ce qui sera fait, dans la mesure où ces personnalités, même si elles sont membres du Front populaire ivoirien, jusqu'à preuve le contraire, n'agissent pas au nom du Front populaire ivoirien, ne sont pas en mission pour le compte du Front populaire ivoirien. Donc cela ne nous ébranle nullement. Nous continuons notre action de sensibilisation, d'information. Vous savez, un parti politique, c'est une association libre. On y rentre, on y sort comme on veut. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et si d'aventure des camarades se mettaient dans une posture qui nuirait aux intérêts du parti, le parti prendrait ses responsabilités. Donc c'est ce que je peux dire. Je suis Lilo Miango, journaliste congolais de la République démocratique du Congo, magazine Ngamo Ngamo. Monsieur le Président, nous voyons ce qui se passe sur le terrain, mais nous voyons ça de loin. Donc permettez-moi de vous poser cette question. Quelle est la donne prioritaire qui a fait que vous avez concouru pour l'élection présidentielle? Participer à une élection, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est logique. Voilà. Ne pas participer relèverait d'une exception. Or, dans la situation actuelle, nous ne voyons pas quel intérêt nous aurions à ne pas participer. Même si, comme certains le font savoir, il y a des difficultés, mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut démissionner. Ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut s'asseoir. S'asseoir n'apporte aucune solution aux menaces, aux difficultés qui se posent. C'est en participant dans l'action qu'on règle les problèmes. Donc c'est pour cela que nous participons. D'abord parce que nous sommes un parti politique. Donc logiquement, une élection se présente, nous devons être présents. Nous devons occuper notre place, nous devons faire connaître notre analyse de la situation, nos projets pour la Côte d'Ivoire. Nous devons mobiliser nos compatriotes autour de ces projets-là. C'est cela d'abord qui motive. Ensuite, il se trouve que dans le contexte particulier d'aujourd'hui, c'est en participant que nous travaillons à notre restauration, à notre repositionnement, aussi bien au niveau national qu'international. Si nous n'étions pas dans une campagne électorale, peut-être que j'aurais différé cette mission en France. Donc je n'aurais pas eu l'occasion de mobiliser les Ivoiriens qui sont ici, de leur expliquer ce qui se passe, de vous rencontrer et de vous apporter des éléments, et donc de repositionner le parti. Donc un parti politique doit être dans l'action. Un parti qui refuse d'être dans l'action, je dirais, travaille à son propre recul. Et donc nous sommes dans l'action et nous participons aux élections à venir pour nous repositionner et pour espérer reconquérir le pouvoir d'État. Monsieur Malik Dao, Diaspora News Magazine. Que dites-vous, Monsieur le Président, à ceux qui pensent que vous êtes inféodé au parti au pouvoir afin que Ouattara puisse légitimer une probable victoire aux prochaines élections? De la stratégie politique. Voilà. Ignorance, mauvaise foi, on ne peut les classer que dans l'une ou l'autre des deux catégories parce que ils n'ont pas d'éléments objectifs à faire valoir à l'appui de ces accusations de dire qu'on est inféodé au parti au pouvoir ou qu'on travaille à accompagner le pouvoir. Rien ne dit qu'on travaille à accompagner. Certains même vont plus loin pour dire que nous sommes corrompus, que nous avons fait ceci. Mais en fait, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à notre posture du dialogue avec le gouvernement et notre, je dirais, stratégie de réconciliation. Pour eux, aujourd'hui, dialoguer avec le gouvernement, c'est se compromettre. C'est ce qu'ils disaient hier. Et il disait que celui qui veut dialoguer, ça veut dire qu'il a reçu quelque chose du gouvernement. Mais si nous ne dialoguons pas, qu'est-ce que nous faisons pour jouer notre rôle de parti politique, pour aider la Côte d'Ivoire à avancer? En dehors du dialogue, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stratégie, comme action? L'affrontement. Est-ce que c'est dans notre intérêt aujourd'hui de rester dans une logique d'affrontement? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'il y ait en permanence des affrontements, l'instabilité politique? Nous avons fait l'option du dialogue et de la réconciliation parce que c'est cela qui est conforme à notre éthique. C'est nous qui avons promu la transition pacifique à la démocratie. Et notre leader, le président Laurent Gbagbo, a toujours dit « asseyons-nous et discutons ». Même face à la rébellion, il est resté dans une logique de dialogue et de négociation.
depuis Lomé, Marcoussis, Pretoria, Accra, partout, Gbagbo est passé pour espérer retrouver une solution à la rébellion armée par la négociation. Il n'a même pas hésité en mars 2007 à nommer le chef de la rébellion. Rébellion qui a commis des actions massives, a nommé le chef de la rébellion dans un esprit de dialogue, de négociation, de réconciliation, a le nommé Premier ministre. Nous sommes dans cette même logique, nous sommes dans cette même logique, nous sommes dans le dialogue. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de payer un Ivoirien pour qu'il aille à un dialogue dans l'intérêt de son pays. Donc nous dialoguons de façon responsable. Mais dialoguer signifie d'ailleurs d'abord que vous n'êtes pas d'accord. Quand des gens sont d'accord, il n'y a pas de dialogue puisqu'ils sont en phase. Le dialogue, c'est parce que nous sommes en désaccord avec le gouvernement. Et les désaccords portent sur des questions précises, connues de tout le monde. Donc nous dialoguons chacun sur ses positions, mais nous essayons d'amener l'autre à un compromis dans l'intérêt du pays. Et donc le parti au pouvoir sait que nous sommes une opposition. Et toutes les prises de position que nous prenons sur les différents dossiers en Côte d'Ivoire montrent bien que nous sommes dans une logique d'opposition, que nous jouons notre rôle d'opposition. Nous ne sommes pas d'accord sur telle situation, nous faisons des déclarations tous les jours. Mes discours, pendant tous ces mois, sont connus. Et ce ne sont pas des discours complaisants à l'endroit du pouvoir. Au contraire, ce sont des discours très critiques. Je suis candidat justement pour pouvoir prendre la place de ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Si on était un féodé, on serait aujourd'hui en train de faire la campagne du RHDP et non de faire une campagne alternative pour une alternance à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et est-ce que, peut-on dire que le point de non-retour a été atteint avec vos camarades qu'on a appelés communément les frondeurs? Et ma troisième préoccupation concerne les élections. De tout temps, vous avez décrit un certain nombre de choses qui empêchaient une élection ouverte et démocratique, notamment la question du désarmement, la question de la CEI en elle-même et les conditions même pour une élection démocratique. Aujourd'hui, pensez-vous que ces choses sont réunies? Et si les choses étaient en l'état, vous pensez que nous sommes en train d'aller vers un environnement d'élection sain et apaisé? Vous annonciez que le président Alassane Ouattara n'était pas éligible. Aujourd'hui, vous en êtes votre avis sur cette question? Mes rapports avec le président Laurent Gbagbo, très souvent, lorsque on l'évoque, c'est sous l'angle physique, du rapport physique. Or, les rapports avec un individu ou avec une personnalité ne sont pas seulement d'ordre physique. Au plan physique, vous savez bien que le président Gbagbo se trouve en détention à la CPI, à la S, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres d'Abidjan, où moi-même je réside. C'est-à-dire que physiquement, on ne peut pas se voir comme on se voyait en 2009 ou en 2008. Voilà. Il n'a pas la possibilité de parler à tout le monde, il est en prison parce que certains, parfois, oublient le statut et la situation du président Gbagbo et croient qu'il se trouve en vacances quelque part en Europe et que donc on peut lui parler quand on veut, échanger avec lui quand on veut, le voir même à la limite quand on veut. Non, ce n'est pas le cas. Il est dans une situation difficile. On peut lui rendre visite, mais tout cela c'est organisé, tout cela dépend de l'administration pénitentiaire. Et donc pendant longtemps, j'étais interdit de sortie du pays pour cause de sanctions internationales. Les sanctions ont été levées seulement en avril 2015. Et dès que les sanctions ont été levées, j'ai introduit une demande pour lui rendre visite, pour le saluer, pour lui apporter la solidarité du parti et ma solidarité personnelle en tant que cadre ayant travaillé en tant que son premier collaborateur pendant de longues années. Et puis lui dire aussi ce que nous faisons pour trouver une solution à sa situation. Mais en entendant même d'introduire cela par des voies détournées, on a essayé de maintenir tant bien que mal des contacts avec le président, surtout par rapport au contexte de crise qui secouait le parti. Il était bon que nous puissions passer des messages pour qu'il sache d'abord quelle est la stratégie que nous avons adoptée par rapport au contexte, par rapport à toutes les situations que nous connaissons et par rapport lui-même à sa propre situation. Bon, donc ça, c'est sur le plan physique. Les contacts ne sont pas comme on l'aurait souhaité.
Mais j'espère que je pourrai le rencontrer et que nous pourrons alors échanger plus librement et que dans la suite de notre action, nous pourrons avoir plus de fluidité dans les contacts avec le président Gbagbo. Mais comme je dis, les rapports avec une personnalité et au plan politique ne s'arrêtent pas au rapport physique. Il y a aussi ce que je pourrais appeler les rapports politiques, je dirais peut-être même idéologiques. Nous nous inscrivons toujours dans la continuité de la lutte du président Gbagbo. Et c'est pourquoi nous travaillons à restaurer l'instrument qu'il a fondé lui-même, qui est le Front populaire ivoirien. Il faut que le parti soit fort. Renforcer le parti, réhabiliter le parti, c'est rester en contact avec le président Gbagbo. Pour que demain, à sa sortie, il trouve un organe, un instrument qui continue de travailler à la promotion de la démocratie, des libertés et du progrès social en Côte d'Ivoire. Donc nous restons dans cette dynamique. Non seulement nous restons dans ce créneau, mais nous continuons à promouvoir les grandes valeurs qui ont été à la base de la naissance du Front populaire ivoirien. Les valeurs de justice, de liberté, de démocratie, de progrès social, ce sont ces valeurs-là qui nous animent. Et donc nous considérons que nous continuons le travail du président Gbagbo et que nous sommes donc idéologiquement, en esprit, en rapport avec lui, comme physiquement, nous tentons de renforcer nos rapports. Est-ce que le point de non-retour est atteint avec les frondeurs? En politique, il n'y a jamais de point de non-retour. Voilà. Et en politique, chaque instant a ses réalités. Voilà. Chaque instant a ses réalités. C'est pourquoi, aussi bien en Europe qu'en Afrique, vous voyez des alliances se faire et se défaire, des mouvements de sortie et d'entrée. La vie politique est dynamique. Elle est faite de tous les mouvements possibles, de toutes les alliances, de toutes les ruptures. Mais ce qui est important pour un parti politique, c'est d'avancer. Quels que soient les mouvements, quelles que soient les turbulences, d'avancer. Un parti doit s'enrichir. Mais aussi, parfois, il va perdre des combattants. Parce que si celui qui a adhéré, à un moment donné, ne se sent plus à l'aise dans le parti, pense que la ligne suivie par le parti ou les valeurs que ce parti défend ou des questions, les positions sur des questions essentielles ne lui plaisent pas, il est libre de sortir. Comme d'autres vont découvrir la nouvelle posture du parti comme correspondant à leur vision des choses et rejoindre le parti. Donc, nous, personnellement, je m'inscris dans cette logique de dynamisme. Les gens croient qu'un parti politique, c'est comme un fétiche où tout est figé, où il y a une confrérie. Ce n'est pas une confrérie, c'est une organisation de la vie civile. C'est une organisation qui est donc dynamique. Elle est à l'image des hommes qui peuvent avoir des intérêts changeants selon l'époque. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de voir le Front populaire ivoirien avancer en grandissant. Et en 2 ans, donc depuis fin 2013 et aujourd'hui, 2 ans que je suis sorti de prison, j'observe que le Front populaire ivoirien avance. Il avance et qu'il a véritablement grandi et qu'il a pratiquement réoccupé sa place sur le l'échiquier national, alors que pendant 3 ans, nous étions pratiquement dans la clandestinité. Désarmement, conditions pour l'élection démocratique. Il est évident qu'on peut faire mieux. Il est évident que les situations de désarmement des CEI et les conditions pour les élections démocratiques, les conditions ne sont pas parfaites. Ça, il faut le dire. La CEI n'est pas équilibrée, elle n'inspire pas totalement confiance. Le désarmement n'a pas été fait de façon propre, de façon transparente, de façon efficace. Il y a toujours des risques en ce qui concerne l'apparition des armes dans le jeu politique national. Donc, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas dans un contexte où tous les risques sont écartés. Voilà. Et je me demande même si en Afrique, dans une élection, on peut dire que tous les risques sont écartés. Même s'il n'y a pas eu de rébellion armée. On voit des pays dans lesquels il n'y a pas eu de rébellion armée, où il n'y a pas de processus de désarmement, mais où les élections se traduisent par des flambées de violence, avec des morts. Donc, le contexte est difficile. Et c'est dans ce contexte difficile maintenant qu'il faut faire appel à la sagesse,
et au sens des responsabilités des acteurs politiques et des acteurs sociaux. Parce que c'est notre pays, il a connu de graves traumatismes en 2010-2011 à l'occasion des élections. On espère que tous les acteurs qui sont impliqués dans la vie politique ivoirienne sauront tirer les enseignements de ce qui s'est passé et que quelle que soit la qualité des textes ou des structures qui sont chargées des élections, que chacun fera un effort nécessaire pour que le pays ne bascule pas dans de nouvelles violences. Voilà. Ce n'est pas une fatalité, les violences politiques. Ce sont les hommes qui organisent la violence politique. Aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent à la paix. Donc, quel que soit le contexte politique, nous espérons que chacun tirera les enseignements et que chacun fera l'effort nécessaire, s'il aime véritablement ce pays, pour faire en sorte que le pays ne bascule pas à nouveau dans de nouvelles violences. Nous faisons donc confiance au sens des responsabilités des hommes. Parce qu'au-delà des textes, quels que soient les textes que vous allez prendre, ce sont des hommes qui vont les appliquer. Si ces hommes, même si les textes sont bons, qui décident de ne pas les appliquer et d'être la cause d'un dérapage, cela va arriver. Mais même si les textes ne sont pas bons, mais que les hommes veulent faire l'effort nécessaire pour faire avancer le pays avec des textes imparfaits, ils ont cette capacité aussi de le faire. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a suffisamment de raisons de penser que tous les acteurs qui vont s'engager dans le processus électoral tireront les enseignements de 2010-2011. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu des arrestations. La CPI s'est immixée dans les affaires intérieures de notre pays. N'oublions pas cela. Et prenons toutes les précautions pour que demain, nous ne retombions pas dans ces mêmes difficultés. Bon, l'éligibilité de Ouattara. Bon, souvent on me pose la question, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que vous posez cette question. Parce que c'est une question qui relève du Conseil constitutionnel. Voilà. Et vous-même, vous connaissez la réponse. Je considère souvent que c'est une question provocatrice. Parce que vous savez bien qu'en 2010, Ouattara a été fait candidat en vertu de l'application de l'article 48 par le président Gbagbo pour que lui et tous ceux qui seraient frappés d'inéligibilité par la Constitution puissent être candidats. Donc, c'est ce qui a été fait. Ça, vous le savez. À moins que certains ne sachent pas comment Ouattara a été candidat en 2010. Il a été candidat de façon exceptionnelle. Et uniquement pour l'élection de 2010. Aujourd'hui, est-ce que les problèmes qui se posaient en 2010 et qui ont amené le président Gbagbo à prendre cette décision exceptionnelle, est-ce que ces problèmes ont été réglés? Les problèmes n'ont pas été réglés. Puisque le problème devait être réglé par le changement de l'article 35. L'article 35 n'a pas été changé. Donc nous sommes aujourd'hui dans la même situation, en s'agissant de M. Ouattara, qu'en 2010, avant la décision du président Gbagbo. Nous sommes dans la même situation. Et ça, ce n'est pas, je n'invente rien, ce sont les faits. Voilà, ce sont les faits, ce sont les réalités, nous tous nous les connaissons. Donc je crois que si vous l'avez oublié, je ne peux que vous les rappeler. Event Augustin Guigué. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez dit que vous veniez pour déployer le FPI à l'international. Depuis votre arrivée, vous avez rencontré différentes communautés, vous avez rencontré la presse, vous êtes même passé à l'Élysée. Quel est le bilan de tout ce parcours? Et ensuite, des rumeurs ont couru que vous avez été rabroué par le Parti communiste. Quelle est votre part de vérité dessus? Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer le Parti socialiste, étant donné que le FPI fait partie de l'international social, même s'ils ont été exclus entre-temps, mais est-ce que vous avez l'intention d'engager cette offensive pour ramener le FPI dans l'international socialiste? Et ensuite, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure du dialogue avec le régime, ce qui est une bonne chose. Alors on se demande alors quand aura lieu le dialogue avec vos frères du FPI qui aujourd'hui vous regardent comme un ennemi. Je vous remercie. Un bilan plus que positif. Et je dois dire que personnellement, je ne m'attendais pas en quittant Abidjan à ce que notre séjour soit aussi fructueux sur tous les plans. Sur le plan des contacts personnels, des contacts privés, avec des leaders, des personnalités qui peuvent nous accompagner dans la nouvelle phase de notre action.
avec aussi les institutionnels. Je pense qu'au plan institutionnel, nous avons rencontré le conseiller Afrique du président de la République à l'Élysée, le directeur des affaires africaines du Quai d'Orsay, qu'on nous a présenté comme étant des véritables personnalités qui comptent dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire par rapport à la politique du gouvernement, du chef de l'État. Nous avons rencontré aussi des parlementaires. Nous avons fait un séjour à Bruxelles pour rencontrer là aussi le principal animateur de la coopération Union européenne Afrique de l'Ouest et notamment la Côte d'Ivoire, où nous avons eu des échanges très intéressants sur la coopération financière entre l'Union européenne et notre pays, sur la coopération politique, notamment en ce qui concerne l'engagement de l'Union européenne dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré beaucoup d'organes de presse, et nous avons rencontré nos compatriotes vivant en France, comme nos compatriotes vivant à Bruxelles, puisque nous avons été à Bruxelles. Et je dirais que globalement, cela nous a permis d'avoir une meilleure appréciation de ce que représente le Front populaire ivoirien aujourd'hui sur l'échiquier international. Et j'ai été heureux de constater que l'image du parti s'est notablement améliorée. Que la posture, la stratégie que nous avons adoptée, la stratégie politique que nous avons adoptée, centrée autour du dialogue et de la réconciliation, du repositionnement du parti dans le jeu politique national, que cette stratégie a reçu en tout cas une bonne appréciation de la part de nos partenaires, que s'agissant de ce qu'on a appelé la fronde, la grande majorité de nos compatriotes comprennent notre posture, soutiennent notre démarche et ne sont pas dans la fronde. S'il y a des frondeurs, il en aura toujours, il constitue une minorité et nous devons continuer notre travail pour amener progressivement ces frères à rejoindre nos positions et à rester dans la dynamique politique. Cela me permet de dire que nous maintenons le dialogue. Nous sommes toujours ouverts à ceux qui aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle la fronde. Je ne sais pas s'ils me regardent en ennemi, mais en tout cas, moi, je les considère toujours comme des camarades. Voilà, comme des camarades, comme des compatriotes, comme des citoyens avec qui nous n'avons pas la même façon de voir les choses à un moment donné. Mais ça aussi, je considère ça comme normal. Voilà. Si des gens ne sont pas d'accord avec ma vision, je ne trouve pas ça comme un drame. Ce n'est pas un drame pour moi. Parce que c'est la vie. C'est parce que nous-mêmes, nous n'étions pas d'accord avec le PDCI que nous avons créé le FPI. Et le FPI, c'est un front. Et au sein du FPI, il y a eu toujours des débats. Ce n'est pas un parti immobile où il y a un unanimisme sur toutes les questions. Nous avons des débats, nous avons des... Donc c'est normal que dans ce contexte particulier de l'histoire de notre pays, et sur les voies à suivre, et sur les hommes à conduire l'action du parti, que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Qu'ils veuillent même que je sois remplacé, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais ce n'est pas un individu qui doit décider de cela, ou un groupe d'individus qui doit décider de cela. Il faut que cela soit décidé de façon démocratique et dans la légalité. Si de façon légale, régulière et de façon démocratique, les militants du Front populaire ivoirien estiment qu'Affi N'Guessan est dépassé, qu'il n'est pas aujourd'hui l'homme de la situation, qu'il amène le parti sur des voies tortueuses qui vont le conduire dans l'impasse, qui vont conduire à son affaiblissement et qu'il faut le remplacer, moi je suis prêt à céder le fauteuil. Je suis prêt à céder le fauteuil. Mais si on veut me contraindre par des intimidations, par la violence, par le dénigrement, par les insultes, moi je me soustrais à cela, je conduis ma route, j'ignore cela, je me mets au-dessus de ces considérations parce que ça, ce n'est pas la politique. Moi, je suis au FPI pour faire de la politique. Je suis au FPI pour aller. Je n'ai pas un privilège particulier sur le FPI. Voilà. Je suis un militant comme tous les autres militants.
et les positions que j'ai actuellement au sein du parti, je les dois à mon travail. Je les dois à mon intelligence dans l'action politique. Je les dois à ma culture politique. Donc, il faut que celui qui veut me remplacer prouve qu'il est plus capable que moi, qu'il a une vision plus claire, plus pertinente que moi. C'est tout ce qu'on attend. Et pas les invectives, les dénigrements, les insultes, les trahisons. Il a trahi, mais trahi qui? Ceux qui disent j'ai trahi, quel contrat j'ai avec eux? Quand j'ai rentré au FPI, est-ce que j'ai signé un contrat avec ceux-là pour dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça? Et puis, parce que quand on dit que quelqu'un a trahi, ça veut dire que ce n'est pas ce que nous avons conclu ensemble. Qu'est-ce que j'ai conclu avec eux? Et puis ils disent j'ai trahi. Je leur ai dit quoi? Au moment où j'ai rentré au FPI, que je ne fais plus. Et qui explique que j'ai trahi. Non, on n'a rien conclu. On a conclu qu'on est tous FPI, que ce sont les textes du FPI qui nous guident, que ce sont les organes du FPI qui décident de la ligne. Et que dans ce cadre-là, chacun a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut. On sort d'une crise. J'ai eu une expérience politique. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le parti, près de 30 ans que je milite. Je dirige ce parti depuis 14 ans. J'ai été Premier ministre. Donc, sur beaucoup de militants du FPI, j'ai un avantage. J'ai une meilleure perception des choses. Sur beaucoup de militants. Et c'est pour cela que le président Gbagbo m'a toujours fait confiance. Qu'il m'a choisi dans le lot de tous ces cadres. Donc, c'est sur la base de tout cela, je dis aujourd'hui, faisons le dialogue, restons dans la réconciliation nationale. Et c'est ça qui peut nous faire avancer. Et comme je le disais tout à l'heure, en le disant, je reste fidèle à la démarche du président Laurent Gbagbo, qui est notre inspirateur. Même s'il était à ma place aujourd'hui, il n'allait pas faire autre chose que ce que je suis en train de faire. Alors, de quoi on parle? On me traite de traite, de ceci, de cela. Nous ignorons cela, nous avançons parce que nous savons qu'on doit avoir pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Mais je ne peux pas me démettre face à l'ignorance. Voilà. Face à l'ignorance. L'ignorance ne peut pas s'imposer. On ne peut pas instrumentaliser le nom du président Gbagbo pour faire triompher l'ignorance et l'incompétence. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. En ce qui concerne le frondeur, nous sommes toujours ouverts. Nous tendons toujours la main. Nous allons continuer à engager des initiatives pour qu'ils nous rejoignent dans le Front populaire ivoirien. Et s'ils viennent et qu'ils nous proposent des voies plus pertinentes, nous sommes prêts à nous engager ensemble parce qu'il s'agit du Front populaire ivoirien, il s'agit de la cause de notre parti et de notre pays. Le PC. C'est vrai, j'ai lu sur le net qu'il y a eu un courrier du PC adressé au président Afi pour lui dire que pour telle raison, pour des raisons... Mais moi, je n'ai pas écrit au PC. Je n'ai rien demandé au PC. Je ne sais pas d'où vient ce courrier. Alors, parce qu'on ne peut pas répondre à une question qui n'est pas posée. Voilà. Si des gens ont écrit, s'ils étaient sollicités, le PC peut écrire aux personnes qui ont été sollicitées. Mais sur la forme, je trouve cela maladroit. Voilà. Maladroit d'écrire ce qui a été écrit à une personnalité qui n'a rien demandé. Ensuite, sur le fond, je trouve cela malheureux. Malheureux parce que, quel que soit ce que nous faisons, que cela plaise ou ne plaise pas, nous sommes d'abord des acteurs politiques. Et une rencontre entre des acteurs politiques, même qui ne partagent pas la même vision des choses, c'est toujours un moment d'enrichissement, d'échange, pour comprendre. Parce qu'on peut avoir été induit en erreur, ou on peut même avoir des conseils à donner, des avis à donner, des suggestions à faire. Donc je ne vois pas comment un parti politique responsable, au XXIe siècle, peut refuser de rencontrer une personnalité parce que ce parti ne partage pas la démarche du leader. Je trouve cela malheureux. Tout cela malheureux et j'ai le sentiment même de me trouver dans une démocratie tropicale. Vous savez, à l'heure actuelle, le FPI est dans une posture assez difficile. Le PCE ne veut pas le voir. Est-ce que le PS va le voir? Bon, mais pour le moment, nous avons une faiblesse, c'est notre exclusion de l'international.
notre suspension de l'international, c'est pour le moment une tache noire qu'il faut chercher à gommer au plus vite. Et nous avons fait beaucoup de progrès, mais l'IS n'a pas encore pris une position officielle. Et je pense que l'IS attend certainement de savoir est-ce que le Front populaire ivoirien est dans le processus électoral. Est-ce qu'il est rentré définitivement dans le jeu politique? Et c'est pourquoi je dis à nos amis qu'il faut qu'on rentre dans le jeu politique. Parce que le monde est organisé. Et dans le monde d'aujourd'hui, tous les problèmes se règlent dans l'action politique. Donc dans le dialogue, dans l'usage de toutes les formes démocratiques d'expression. Donc je crois que la crise, la guerre, les morts, bon, n'ont pas, même si nous n'en sommes pas les responsables, à partir du moment où nous avons été impliqués, cela a eu un impact. Ça a eu un impact sur notre image à l'international. Nous devons travailler à redorer le blason parce que nous ne pouvons pas vivre coupés du reste du monde, en autarcie, et espérer avancer, espérer reprendre la direction du pays, un pays qui était intimement impliqué dans la politique internationale. Donc c'est pour cela que nous allons continuer et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous reviendrons à l'international et que nos rapports avec tous les partis membres de l'international seront restaurés. Vous avez parlé tout à l'heure d'être choisi parmi les meilleurs au niveau. Ça fait 14 ans que vous gérez le parti, vous êtes Premier ministre. Vous nous parlez dans l'introduction des propositions, des capacités, des responsabilités pour que le pays approche par la mauvaise posture. Est-ce que vous n'avez pas les responsabilités là? Quand vous êtes en écho, passez la main si vous voyez que vous avez des soucis avec la gestion du pays après 14 ans. Moi, personnellement, mais tout acteur a une responsabilité. Ce serait irresponsable de dire que non, je n'ai rien à voir avec tout ce qui arrive au FPI, que je suis blanc. Comme... Nous avons toutes des responsabilités. Les responsabilités dans un parti sont partagées. J'ai une responsabilité pour avoir fait des choses qu'on ne devrait pas faire ou une responsabilité de n'avoir pas fait des choses qu'on devrait faire. Dans tous les cas, chacun a une responsabilité. Et moi, je pense que... Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Parce que hier, je n'étais pas le premier responsable. Je suis le président d'un parti, mais d'un parti qui est au pouvoir. Et c'est le pouvoir qui gère le pouvoir. Et le parti accompagne. Vous savez, être président d'un parti au pouvoir, ce n'est pas une position facile. Ce n'est pas une position facile. Parce que vous êtes balancé entre... Et vous le voyez bien pour le PS français, vis-à-vis du pouvoir. Vous voyez la difficulté que le PS aujourd'hui a, où même des gens déposent leurs cartes de militants parce qu'ils n'arrivent pas à... parce qu'ils sont excédés. Ils ont peut-être pendant longtemps rongé leurs freins par rapport à une politique qui est menée par leur gouvernement, à laquelle ils n'adhèrent pas, mais qu'ils n'osent pas trop critiquer pour ne pas mettre le gouvernement en difficulté. Et puis il arrive un moment où ils se disent, bon, trop c'est trop, aujourd'hui maintenant nous allons parler. Et c'est ça qui est l'affront au PS. C'est-à-dire des gens qui sont excédés, qui pendant longtemps, au nom de la discipline du parti, n'ont pas osé parler trop haut, mais qui à un moment donné se rendent compte que s'ils ne le font pas, eux-mêmes, ils trahissent en quelque sorte leur engagement. Donc, en tant que président du parti, j'ai beaucoup souffert aussi de cela, parti au pouvoir. Beaucoup souffert, je dirais, du fait que il y a des situations où nous étions balancés entre la dénonciation, l'opposition et le soutien, surtout dans le contexte de la rébellion. Vous vous rappelez tout le combat que nous avons mené, par exemple, par rapport aux audiences foraines. Le combat que nous avons mené par rapport au désarmement. Quand il y a eu le gouvernement du Premier ministre Soro Guillaume, le parti a été encore dans une situation très difficile. Il est arrivé en 2008 où les rebelles qui étaient maintenant dans le même gouvernement que le président de la République, issu du parti, m'ont menacé moi-même de me faire arrêter. Konaté Sidiki a fait une conférence de presse. Parce que je dénonçais le fait que Soro Guillaume soit le Premier ministre et que le pays soit toujours coupé en deux. Et que lorsqu'il y a des événements à Séguéla, l'armée nationale ne soit pas
en mesure d'y aller pour mettre de l'ordre et que ce soit les mouvements rebelles qui interviennent. Et que c'était une situation inacceptable. Qu'il ne peut pas avoir un seul gouvernement avec deux armées. Le même chef de gouvernement qui a une armée au nord qu'il contrôle tout seul et qui a une armée au sud qui est l'armée de la République. Mais ce sont des situations que nous avons dénoncées en vain. On nous a traités de tous les noms. Donc, on a une responsabilité dans la mesure où, en tant que parti, on devait accompagner, on devait tout faire, on devait tout faire pour faire prévaloir des positions afin que nous évitions ce qui est arrivé le 11 avril 2011. Mais c'est pour que, justement, vous n'ayez plus à poser cette question dans 1 an, dans 2 ans, que je suis dans la posture et que je tiens, que je résiste. Parce que je me dis que hier, peut-être que je n'ai pas fait preuve de suffisamment de courage pour aller au-delà d'une certaine posture. Aujourd'hui, que je suis le premier en avant-poste, il faut que je ne me laisse pas déborder par certains courants qui peuvent nous conduire encore à une nouvelle catastrophe. C'est pourquoi je suis intransigeant et que je résiste. C'est dans l'intérêt du parti. Il y en a qui croient que c'est par ambition. Ils se trompent. Ce n'est pas par ambition personnelle. Et j'ai des faits qui montrent bien que j'ai toujours privilégié l'intérêt national. À Marcoussis, j'étais Premier ministre. L'accord de Marcoussis indiquait clairement qu'il fallait un nouveau Premier ministre. Mais je l'ai signé. Alors qu'il savait que c'était mon poste qui était en jeu. J'aurais pu fuir les débats pour que les gens décident sans moi. S'ils veulent me changer, qu'ils décident sans moi. Mais je suis resté jusqu'au bout pour défendre ce qui pouvait être défendu. Et ce qui me paraissait fondamental à Marcoussis de défendre, c'était la légalité constitutionnelle et le désarmement. Au-delà de tout ce qui pouvait être fait, il faut que la Constitution soit préservée. Que les compétences, les prérogatives du chef de l'État ne soient pas touchées. Et que ensuite les rebelles s'engagent à désarmer dès la formation du gouvernement. Même si je n'étais pas dans ce gouvernement, mais qu'il y a le désarmement, pour moi, tout devenait possible. Donc ce n'est pas par ambition que je m'accroche aujourd'hui dans la posture que j'ai. Bon, allez-y. Ouais. C'est qui? Tidiane Oula. Ah, Tidiane, ouais. Ouais. Hier, vous avez organisé une conférence publique qui a eu lieu au Rue Boutillot, à Saint-Ouen. On a vu une bagarre arrangée entre des pro-AFI et des pro-Gbagbo. Vous, en tant que militant de ce parti-là, quel est votre sentiment sur ce genre de comportement? Oh, il n'y a pas eu de bagarre arrangée. Hein. Il y a eu une demi-douzaine de femmes qui étaient venues manifester contre moi. Bon, elles avaient d'ailleurs des pots de poudre. Hein. Des pots de farine. C'est de la poudre. C'est de la poudre. Hein. C'est de la farine. C'est de la farine. Mais c'est pour nourrir les gens. La farine. Non, ce n'était pas méchant. Vous ne gardez aucun ressentiment face à ça? Non, mais c'est ça le piment de l'activité politique. C'est ça le piment. Vous avez vu le président Hollande, il avait reçu, avant d'être élu, il avait des œufs, c'était ça. Mais il est devenu président. Donc peut-être que c'est la bénédiction pour que je gagne l'élection présidentielle de 2015. Non, vous savez, en politique, il faut être fair play. Il faut être gentleman. Il faut vraiment les manifestations, à partir du moment où les gens n'ont pas pris des armes pour venir vous abattre, il faut relativiser les choses. Cette femme qui viennent, peut-être même que certaines souhaitent qu'on les approche davantage, qu'il y ait une plus grande proximité. Peut-être que c'est pour cela qu'elles sont venues. Il y en a même peut-être qui sont venus pour voir, mais ce fameux fille-là, à quelle tête il a. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie du jeu politique. Voilà, ça fait partie du jeu politique. Il y en a qui étaient dans la salle, qui avaient posé des questions, qui sont venus en frondeuse et qui sont partis en affidé. Monsieur le Président, j'aimerais sur cette question de la conférence qui s'est déroulée à Saint-Ouen. Vous aviez dit que votre participation au sein du FPI, au jeu politique, a permis de transformer, du moins de faire du FPI un parti national qui ne soit pas limité seulement à une région de la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes un cadre de l'Est de la Côte d'Ivoire.
Et en même temps, vous avez ajouté que depuis 1995, le président Laurent Gbagbo vous a confié des postes importants au sein même de l'appareil du FPI et au sein de l'État. Est-ce parce que vous étiez un élément de l'obsession antitribalique de Laurent Gbagbo qui vous a mis à ces postes, ou bien c'est parce que vous avez véritablement, comme vous l'avez dit vous-même, de la valeur? Vous avez posé une question, vous avez dit, pendant que Laurent Gbagbo me nommait à ses postes de responsabilité, ils étaient où? Non, c'est une question intéressante. Est-ce que ma promotion est liée à une volonté de détribaliser ou au contraire répond à des critères objectifs, des compétences? C'est ça? Oui. Bon. Oh, je pense qu'il y a les deux. Parce que si c'était uniquement pour détribaliser, il y avait une panoplie de choix. Le président, je ne suis pas le seul à nier, le seul à camp du FPI. Donc il y avait une panoplie de choix. Or, un homme politique choisit toujours pour des raisons de nécessité. C'est la nécessité qui commande la décision. Si c'était nécessaire, or la nécessité pour le président Gbagbo en octobre 2000, c'était à la fois effectivement trouver le moyen d'élargir la base du Front populaire ivoirien, mais aussi trouver une personnalité qui va faire face aux difficultés que le gouvernement rencontrait au moment où il prenait fonction. C'est-à-dire un pays qui est sous sanction internationale, que le monde entier a abandonné à cause de la mauvaise gouvernance. Ensuite, des grandes réformes à faire pour crédibiliser l'image d'un jeune parti qui accède au pouvoir, l'image d'un président en qui beaucoup d'Ivoiriens ont placé tous leurs espoirs. Donc il y avait une responsabilité de donner confiance aux Ivoiriens, de satisfaire les aspirations des Ivoiriens, de mettre en œuvre une politique pertinente qui va permettre de résoudre tous les problèmes. Donc il y a une dimension, je dirais, capacité politique, en même temps qu'une dimension géopolitique. Donc je crois que les deux, je crois que le président, que le président Gbagbo a trouvé en moi les deux faces de la personne qui recherchait à ce moment précis de l'action. Et vous avez vu qu'en 2003, d'autres nécessités sont venues le contraindre à changer de Premier ministre. Parce qu'à ce moment, en 2003, la question fondamentale, c'était maintenant comment trouver un compromis avec la rébellion. C'était devenu plus déterminant que la dimension géopolitique ou la dimension compétence politique. Donc, par rapport à ça, il a dû se résoudre à changer de Premier ministre, parce que c'était nécessaire. Donc, un chef de parti, un leader politique ne choisit pas au hasard. Et ce n'est pas un cadeau qui est fait à celui qui est choisi. C'est parce que celui-là est l'homme de la situation qu'on le prend à un moment donné. Si la situation change, qu'il n'est plus l'homme de la situation, lui, on change d'homme pour mettre celui qu'il faut. Et quand en 2007, la situation c'était de mettre le chef de la rébellion, parce qu'on ne pouvait plus faire autrement, le chef de la rébellion est devenu Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma préoccupation a été évoquée par le confrère du Nouveau Courrier. Mais comme votre réponse m'a un peu laissé sur ma faim, je vais revenir relativement à la position du président Gbagbo, à la crise qui secoue son parti. Je voudrais savoir réellement si vous n'aviez aucune idée de sa position en tant que telle. Vous aviez évoqué votre cas, mais vous aviez évoqué votre cas personnellement en tant que président du parti qui avait, ne pouvait pas voyager, mais le FPOG, c'est toute une équipe. Vous aviez même dit que dans votre équipe, il y a des gens qui sont chargés de coordonner même les activités en faveur du président Laurent Gbagbo. Est-ce que dans toute cette équipe-là, aucun n'est en contact avec le président Gbagbo, de façon directe ou indirecte, parce qu'on sait que des gens vont là-bas et viennent. Autre préoccupation, est-ce qu'à son niveau, parce que des gens sont venus aussi de l'AE et qui ont dû porter des messages du président Laurent Gbagbo, est-ce que vous avez été saisi de façon directe par certains de ces gens? Et puis enfin, je voulais savoir quelle est la position de son épouse, de Simone Ivé Gbagbo, par rapport à cette crise. Est-ce que vous avez mené des démarches auprès d'elle? Parce qu'on sait que c'est vrai qu'elle est l'épouse, mais elle est un acteur très actif du système FPI. Monsieur le Président, on a eu à dire
que vous avez reçu une donation de la part du président Ouattara pour le compte du FPI. Est-ce vrai? Oui, d'abord, il n'y a pas de changement de cap depuis la rencontre avec François Hollande. Notre posture a été la même. Voilà. C'est-à-dire que le dialogue, le choix du dialogue, ce n'est même pas le président Afi qui l'a fait. D'abord, c'est une démarche, je dirais, stratégique, tactique du FPI, la transition pacifique à la démocratie. Asseyons-nous et discutons. C'est ce que nous disons, je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc le dialogue, là, ça fait partie des principes d'action du FPI. Et ce dialogue a commencé pendant que j'étais en prison, par la direction intérimaire. Je l'ai pris en marche, je l'ai restructuré et on a poursuivi le dialogue. Donc ce n'est pas la visite du président Hollande qui nous a amenés dans une posture de dialogue avec le gouvernement. C'est parce que c'était déjà en marche et cela correspond à notre ligne politique. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On ne s'est rien dit de particulier. Voilà. On ne s'est rien dit de particulier, c'est ce que tous les hommes politiques se disent quand ils se rencontrent. Et dans le cas du FPI, nous avons des problèmes de démocratie, nous avons des problèmes de sécurité, de réconciliation. Ce sont ces questions qui sont... Donc ce n'est même pas le contenu de la rencontre qui est importante. C'est le principe de la rencontre. Le principe, le fait même que le président Hollande, après nous avoir reçus en groupe, et tous les partis étaient présents, le FPI était présent avec 3 représentants, M. Danon Didier, Mme Agnès Monet et moi-même, dans la grande rencontre. Mais après, cet aparté a d'abord une signification politique, avant même de savoir le contenu. Et en politique, les symboles sont souvent plus importants que les faits. Dans un contexte comme la Côte d'Ivoire, pour un parti comme le FPI, qui est diabolisé sur la scène internationale, qui a d'énormes difficultés avec le parti au pouvoir, que le chef de l'État français ait un aparté avec le chef de ce parti, ça change totalement l'image de ce parti à l'international comme au national. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est la politique. Donc quand il y a ce genre d'événements, il ne faut pas les regarder au premier niveau. Et puis dire, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que ce n'est pas important, ce qu'ils se sont dit. Ce qui est important dans ça, et moi je suis surpris que les journalistes n'aient pas souvent mis l'accent sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'aparté. C'est ça qui est important. Ce qu'ils vont se dire là. Parce que s'il n'y a pas cet aparté, ce qu'ils vont se dire là, ça n'a pas d'importance. Je prends souvent l'image, je dis dans un village où un lépreux avait rendu un grand service à un roi. Et le roi lui a demandé au lépreux, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse pour toi en récompense de ce grand service que tu viens de me rendre? Si c'est des maisons, si c'est de l'or, si c'est tout ce que tu veux dans le royaume, dis-moi, je suis prêt à te demander. Le lépreux dit non, majesté, merci pour tout, mais la seule chose que je te demande, c'est que quand le peuple, chaque fois que le peuple sera assemblé, permets-moi de venir te chuchoter quelque chose à l'oreille, et toi aussi en retour, tu me chuchotes quelque chose à l'oreille. Tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Le roi dit, mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc depuis ce jour, chaque fois qu'il y a une grande assemblée, le lépreux, il se débrouille, il vient, et puis il dit des choses. Il remue les lèvres à l'oreille du roi, et en retour, il tend l'oreille, et puis à partir de ce jour, le statut du lépreux a changé dans le royaume. Tu ne vas pas avoir peur d'un lépreux, tu chuchotes de moi à l'oreille du roi. C'est la même chose. C'est dans cette dynamique, dans cette logique qu'il faut voir la rencontre entre Hollande et nous. C'est pour changer notre image. C'est un message adressé à Ouattara et à la communauté internationale pour leur dire que maintenant le FPI, là, il faut le traiter avec dignité, que je suis avec eux. C'est tout. Et ça, c'est plus des milliers de discours. Et c'est pourquoi ceux qui ne font pas la politique, dans notre camp, ils critiquent, ils insultent. Moi, je considère que c'est un coup de pouce énorme dans notre combat politique en Côte d'Ivoire. Et qu'il faut le recevoir comme tel. C'est un soutien énorme. Un soutien politique. Bon, Blaise,
La position du président Gbagbo par rapport à la crise, des membres en contact, direct ou indirect. Il y a des contacts. D'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que on sait ce qui se passe à la AE, le président Gbagbo sait ce qui se passe. Donc le problème ne se pose pas au niveau des contacts. Ce n'est pas une question de contact. Maintenant, vous dites quelle est la position. Évidemment, c'est peut-être le président Gbagbo qui peut vous répondre avec précision. C'est sa position que vous voulez savoir. Moi, je ne peux que émettre des hypothèses. Parce qu'un homme politique, même vous pouvez même être son principal collaborateur, vous ne pouvez pas jurer que vous savez tout ce qu'il veut. Et vous savez que dans telle situation, il va faire ceci, il va faire cela. Parce que l'homme politique lui-même, parfois, il ne sait même pas ce qu'il va faire sur une situation donnée, le jour où il s'apprête. Parce qu'il y a une part d'intuition, une part de choses qui fait que je vais décider au dernier moment. Moi, je peux dire que dans la situation actuelle, le président Gbagbo peut être gêné par la crise, qui oppose des gens pour qui il a de la considération et de l'affection de part et d'autre. Aussi bien Sangaré que Afi. Est-ce que je peux prendre position? Je vois que la lutte qu'il mène, il a une dimension d'ambition des uns et des autres. Parce que beaucoup de ceux qui me reprochent le dialogue aujourd'hui étaient dans le dialogue avant ma sortie de prison. Ils ne faisaient pas de la libération du président Gbagbo leur priorité avant ma sortie de prison. Comment subitement ils s'accrochent à ça et au nom de cela combattent le président qui ne fait que ce qu'il faisait avant sa sortie de prison. Donc il peut lui aussi comprendre ça. Il dit, les gens cherchent à se positionner, mais de part et d'autre, ce sont mes partisans. Donc je préfère avoir. Et puis je considère même que cette attitude, si le président reste dans une attitude de réserve, c'est ça qui est conforme même à ce que moi je sais du président Gbagbo. Parce que pour lui, c'est le meilleur qui l'emporte. C'est le meilleur qui doit l'emporter. C'est comme ça qu'il s'est battu. Il y a une adversité. Cette adversité aussi est un test de la maturité des cadres qui ont travaillé pendant des mois, des années avec le président Gbagbo. Est-ce qu'il y a un cadre capable de prendre le dessus tous les autres et de conduire la grande famille du FPI? C'est un test de maturité, c'est un test de je dirais aussi, d'héritage. Voilà. Et le président Gbagbo peut nous laisser chacun exercer. Parce que si, par exemple, il intervient précipitamment pour dire, mettez fin à ça, c'est Sangaré qu'il faut suivre, c'est Akouli qu'il faut suivre, il va faire ça pendant combien d'années? Est-ce que chaque fois qu'il va avoir une crise, il faut qu'il vienne pour le faire? Donc si les militants du FPI ne sont pas, les cadres du FPI qu'il a formés ne sont pas capables de diriger le parti, mieux vaut que le parti disparaisse. Parce qu'il ne sera pas là tout le temps, toute l'éternité, pour régler les conflits entre les cadres du FPI. Donc nous laisser nous battre pour qu'une ligne triomphe, c'est aussi nous mettre à l'épreuve et, je dirais, avoir une démarche pédagogique. Et il y a des pères de famille qui font ça. Quand leur fils est dans une bagarre, au lieu de se précipiter pour le dire, il le laisse. Même si on l'a frappé, il va le prendre pour dire, bon, allons-y. Mais il sait qu'il a tiré un enseignement. Il va s'aguerrir. Donc ça peut être une hypothèse. L'autre hypothèse aussi est valable. Savoir que, bon, peut-être que le président Gbagbo est d'accord avec les frondeurs, c'est pourquoi il les laisse agir. C'est une hypothèse. Mais est-ce que cet accord découle d'une bonne appréciation? Si cette hypothèse était réelle, d'une bonne appréciation de la situation, dans tous les cas, nous sommes là et c'est à nous de prouver que notre ligne là s'appuie sur des considérations objectives. On a dit, bon, est-ce que vous avez utilisé des mots très savants, donation? Bon, il faut plutôt dire clairement, les gens disent que tu es corrompu. Par Ouattara, voilà. Que tu as acheté par Ouattara. Ils mentent. Voilà. Ils sont des gros mensonges. C'est de la diffamation, c'est du dénigrement. C'est une façon basse de mener la politique et de combattre un adversaire politique. Parce qu'il n'y a aucune raison. Rien. Ils n'ont aucune preuve, d'abord. J'ai demandé à ceux-mêmes qui nos responsables ici, qui organisent cette manifestation, les difficultés que nous avons à financer les choses.
les coupes sombres que nous avons dû faire dans leur budget. Il y a même des représentants qui viennent un peu de partout. Nous n'avons même pas les moyens d'assurer au moins leur transport aller-retour. Ceux qui viennent d'Allemagne ou qui lui disent, bon, le président est là, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous avons pris un siège, jusqu'à présent, on n'arrive pas à le rendre fonctionnel parce que nous avons des difficultés financières. On a fait de gros efforts pour faire le congrès, mais nous avons même à l'heure actuelle beaucoup de dettes. Si vous allez consulter mon banquier, il va vous dire la situation dans laquelle on se trouve. On a un loup découvert à la banque. De combien? Non, je ne vais pas te dire. Je vais pas te dire. Voilà. On a un découvert. Il y a des amis qui nous soutiennent. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux que nous pouvons faire tout cela. Bah, par exemple, une chose, et ça vous pouvez vérifier, même les billets que nous avons pris pour venir, nous l'avons pris à crédit. Et vous pouvez demander, c'est la grande sœur de Willy Blah, comme lui, il est dans la fronde, et que donc il peut me suspecter, il n'a qu'à appeler sa grande sœur, qui a une agence de voyage à Abidjan. Elle va lui dire qu'on a pris des billets à crédit, 6 millions et quelques, pour venir ici. Et quand on va rentrer, on va se débrouiller pour payer. Voilà. Et s'il vous plaît, c'est pas une interview. Bien sûr. Mais puis il faut que la machine du parti fonctionne. Donc chaque fois qu'on peut, on essaie. Vous voyez bien que l'UMP ici aussi est sorti avec des dettes importantes. Donc l'endettement pour un parti politique, c'est ça qui est logique. Et puis après, on trouve des moyens. Mais tout ça pour vous dire que tout ce qu'ils racontent, ce sont des mensonges. Il y a eu des centaines de millions, des milliards et tout ça. On ne peut pas avoir des centaines, des milliards et puis ne pas être capable de payer des billets d'avion. Voilà. Ça, c'est pour dire que ce sont des mensonges, des dénigrements. Et ils le disent. Nos maisons, elles ne sont pas réhabilitées. La maison que j'ai à Abidjan, comme au village, ces maisons se trouvent dans la même situation que je les ai trouvées à ma sortie de prison. Donc on se bat pour faire fonctionner le parti dans des conditions difficiles. Et je crois que c'est surtout la motivation des cadres qui sont autour de nous qui fait que nous avançons. Bon, est-ce qu'il y aura des élections à cause de... Il y a des élections, la Constitution dit qu'on doit aller au présidentiel en octobre 2015. Chacun doit se préparer par rapport à ça. Quel que soit ce qui va se passer, il faut d'abord être prêt. Il ne faut pas spéculer sur le report. Parce que si tu spécules et que le report n'a pas lieu, tu es complètement pris de vitesse. Il faut être prêt. S'il y a un report, tant mieux. On se prépare mieux. S'il n'y a pas de report, on est prêt et puis on va aux élections. Qu'est-ce qu'on a gagné dans le dialogue? Mais on a gagné dans le dialogue qu'au moins il y a eu une accalmie et que les partis politiques peuvent faire la politique. Ils peuvent faire des meetings, ils peuvent faire des tournées à l'intérieur du pays. Ça, c'est très important. On a gagné aussi quelques libérations de prisonniers. On a gagné le retour d'exil de nombreux cadres, même qui sont l'objet de poursuites judiciaires. Au moins, ce sont ces questions qui se traitent sans que ces personnes-là soient incarcérées. On a gagné que moi-même, la sanction onusienne qui pèse sur moi, a été levée en avril 2015. Et grâce à cette levée de sanctions, j'ai accès à mon compte. Et donc, je peux, si j'ai un peu d'argent, je peux aider le parti. Je peux voyager et être ici pour rechercher des soutiens, pour expliquer la situation qui prévaut au sein du parti. Je peux déposer une demande pour aller à La Haye. Et c'est donc une avancée. Parce que quand j'étais sorti de prison en août 2013, si j'avais cette possibilité d'aller à La Haye, je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu de crise au sein du Front populaire ivoirien. Voilà. La crise là, elle est liée en grande partie au fait que je ne pouvais pas. Parce que si j'étais allé à La Haye, personne n'aurait dit « il veut tourner la page de Gbagbo ». Moi-même, je serais en contact permanent avec le président Gbagbo. Mais comme je ne pouvais pas aller, mais que j'étais sur le terrain et que je mettais en œuvre une stratégie, alors certains ont commencé à se poser des questions. Voilà. Ces questions ne se seraient pas posées si j'avais eu la levée des sanctions plus rapidement. Donc, il y a eu des avancées. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Ceux qui restent à régler sont, je dirais, 2 ou même 3 fois plus nombreux que ceux qui ont été réglés. Mais quand même, il y a un début.
il y a un environnement. Cela a permis au parti aussi de se repositionner. Parce que si on était resté dans une logique d'affrontement et qu'à cause de l'image délétère que nous avions, le pouvoir s'était mis dans une logique de nous frapper sans qu'on ait des appuis, que nous étions perçus comme une menace à la paix, je suis sûr qu'on n'aurait pas pu aujourd'hui parler de participation du FPI aux élections. On serait encore dans une quasi-clandestinité. Voilà. Donc le dialogue a l'avantage de neutraliser le parti au pouvoir dans sa volonté de répression. Voilà. Et de nous positionner dans une voie où nous pouvons être protégés de tous les coups que le parti au pouvoir serait tenté de nous donner. Donc voilà ce que je voulais dire en termes d'avancée. En tout cas, merci de votre présence, merci de tout ce que vous faites pour nous et pour la démocratie en Côte d'Ivoire et bonne chance à tous.